Alors, l'émission des GES, c'est causé principalement par les voitures, par le transport, donc 44 %, et puis par la construction, qui est 32 %. Si on regarde les problèmes du logement, la situation du logement en ce moment, c'est qu'il y a de l'étalement urbain, il y a des îlots de chaleur, il y a des mauvaises constructions souvent, et puis beaucoup de rénovations parce que le parc immobilier n'est pas tout à fait de qualité souvent. Puis ensuite, si on regarde les choix qu'on a dans les types de logements qu'on peut avoir, il y a soit le logement social et communautaire qui correspond à 7 %, et puis le reste, c'est le parc résidentiel privé, qui est 93 % du marché. Dans le parc privé, il y a beaucoup de logements qui sont inadaptés, en fait, pour les différents groupes de population. Souvent, la spéculation va faire que ça va être très cher, et puis la construction va être déficiente parce qu'on va mettre le profit en avant de la durabilité. Puis l'habitat social. L'habitat social ne permet pas l'accès à la propriété en ce moment. Il y a une pénurie de logements, il y a des longues listes d'attente. Et puis, le processus administratif peut être assez complexe et contraignant. Maintenant, un des groupes qui est particulièrement mal desservi par la Ville de Montréal, c'est les familles. Il n'y a pas beaucoup d'options pour les familles. Donc, il y a vraiment l'effet trou de beigne, c'est-à-dire que 40 % des familles partent à chaque année pour aller vivre en banlieue parce que c'est beaucoup moins cher, puis parce qu'ils ne trouvent pas vraiment de réponse adéquate en ville. Puis ça cause la dépendance au transport, puis c'est une des choses qu'on veut essayer de réduire au maximum. Une autre population qui est qui a un problème d'habitation, c'est les personnes âgées qui sont vraiment laissées en dehors de l'équation. Puis la proportion des personnes âgées augmente de façon dramatique. Et puis tout ce qu'il y a comme possibilité, c'est les résidences qui sont très chères. Puis maintenant, les nouveaux retraités, ils veulent de moins en moins habiter dans ce type d'espace-là. Alors, si on prend l'exemple de Jacques et Christine, c'est une jeune famille montréalaise qui aime Montréal, qui veulent partager des espaces verts, qui veulent partager avec les voisins, qui trouvent trop cher de trouver quelque chose à leur goût sur l'île, qui ont des valeurs écologiques. En fait, ils aimeraient habiter autrement parce qu'ils ne trouvent rien à leur goût à Montréal. Donc, ils font appel à leur réseau, avec lequel ils partagent des valeurs en commun. Et ils rentrent dans un processus participatif de conception et construction de leur habitat. Ils demandent d'avoir plus d'espace partagé, un habitat qui est plus convivial, plus d'écologie, et un habitat qui, à la fin, soit plus économique grâce à leur travail. Plus d'espace partagé parce que dans le processus, ils peuvent mutualiser des espaces en commun, comme des espaces de bureaux, comme des espaces d'ateliers, comme du covoiturage, comme une buanderie, etc. Plus convivial parce que grâce au lien social qui s'est créé, en fait, il y a plus de partage, il y a plus d'entraide. Ils ont des valeurs écologiques. Et finalement, c'est plus économique parce que grâce au fait de mutualiser des espaces, ils ont moins besoin d'espaces privés. Ils peuvent réduire grâce aux achats groupés et grâce aussi au travail mis également à la construction et conception du bâtiment. Et donc, on arrive à 10 à 30 % d'économie selon les projets déjà réalisés. Alors, on comprend là qu'on rentre dans un processus d'habitat participatif où on redonne le pouvoir de concevoir un habitat collectif aux habitants, de manière à ce qu'ils choisissent, selon les valeurs communautaires et coopératives, un habitat plus écologique et plus solidaire. Donc, c'est pour aller encore plus loin que ce que le modèle coopératif d'habitation propose aujourd'hui, en reprenant leur pouvoir de conception. Aujourd'hui, une étude très récente faite en France dans plusieurs projets d'habitat participatif a été faite et on a constaté qu'un habitant d'un habitat participatif émet 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'un habitant moyen parce que ce groupe d'habitants a décidé de réduire ses moyens de transport, sa manière de s'alimenter, utilise des bâtiments écologiques, donc ça joue sur la consommation énergétique. Il s'échange aussi des services et des biens.
Aujourd'hui, en Europe, plusieurs pays ont décidé d'aménager leur territoire en laissant la place aux habitants pour choisir. Ça va de 5 à 15% selon les pays. En Allemagne, ça peut aller jusqu'à 30% dans certaines villes qui décident de dédier des sites juste à des groupes d'habitants pour décider autrement. Aujourd'hui, un premier cohabitat à Québec a vu le jour en juin 2013, porté par un groupe d'habitants dès le départ. C'est une communauté joyeuse de voisins maintenant constituée de 120 personnes, dont 40 enfants, 80 adultes, multigénérationnels. Ils ont décidé de mutualiser 8000 pieds carrés dans une maison commune, de conserver 75% du végétal, et de construire une vraie cohésion sociale basée sur un mieux vivre ensemble. Au final, aujourd'hui, après 3 ans, une vraie cohésion sociale entre habitants a fait naître beaucoup d'entraide, de solidarité, un climat très sécuritaire pour les enfants et les personnes parce qu'ils se connaissent, ils s'entraident. Ils ont été classifiés LEED Platine car leurs enjeux environnementaux étaient très forts. Ils ont décidé de réduire le nombre de stationnements de voitures, où c'est une voiture pour 2 foyers. Ils ont externalisé cet emplacement de manière à ce que tout l'espace est végétal et que les enfants puissent jouer en toute sécurité. Et ils favorisent l'agriculture urbaine parce qu'ils produisent maintenant depuis 2 ans une partie de leur alimentation. Alors, quels ont été leurs obstacles? L'accès au site a été extrêmement difficile. Après plusieurs échecs, ils ont réussi à acheter un site public, mais au plus offrant. Donc, ça leur a coûté cher. La réglementation a été contraignante. Ils ont fait évoluer la réglementation de la ville de Québec pour justement réussir à réduire le nombre de places de stationnement des voitures. Ils font du partage de voitures, il y a une commune auto et d'autres réglementations contraignantes sur le bâti. Qu'ils ont eu et qui continuent à faire évoluer. La structure juridique a été complexe à choisir parce qu'ils voulaient garder les valeurs coopératives de l'habitation. Donc ils ont choisi un statut de coopérative de solidarité qui est propriétaire de tous les espaces communs et qui gère la copropriété parce qu'ils sont tous copropriétaires occupants. Alors aujourd'hui, pour la ville de Montréal, nous sommes là pour faire une proposition de stratégie politique et peut-être cibler un premier site pilote sur lequel la ville choisirait de fixer un prix plafond et ferait un appel à projet de manière à ce que le terrain ne soit pas au plus offrant, mais au meilleur projet. Choisir un meilleur projet avec des enjeux écologiques et sociaux, communautaires, permettrait, dans toute la phase de conception participative, d'accompagner ce premier groupe d'habitants pour pouvoir mesurer l'impact de chaque choix, mesurer les impacts de diminution de gaz à effet de serre, pour apprendre de ce processus et faire évoluer la réglementation. Alors, le succès d'un projet pilote, comme la Ville de Québec, est un rayonnement et il permet de diffuser des bonnes pratiques d'un mieux vivre autrement aujourd'hui et de faire des appels à projets sur d'autres sites de la ville. Et pourquoi pas un premier projet de cohabitat à Montréal, parce que demain commence aujourd'hui. Merci pour votre écoute.